On dit souvent que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Mais parfois, les vaincus murmurent encore. Ils murmurent à travers les pierres, à travers les statues, à travers les rituels, les processions. Et dans le temple de Dongang, à Taïwan, ces murmures sont devenus des cris. Drapés de noir, couronnés d'or, portés à travers les rues comme des éclairs vivants, ces rois tonnerres, ces rois noirs, peints, sculptés, vénérés, demeurent pourtant largement inconnus du monde. Tout commence là où se sont posés tes yeux. Tu as regardé ces visages royaux d'un noir profond, et tu t'es dit, ils doivent être générés par l'IA. Trop saisissants, trop audacieux, trop vrais pour avoir survécu à des siècles d'effacement, de blanchiment, de silence. Mais ton instinct t'a murmuré, creuse plus profond. Et ce que tu as trouvé n'était pas une théorie, ni une simple métaphore, c'était une révélation. Des images vivantes. Des rituels. Une mémoire intacte. À Dongang, chaque année, le peuple organise une procession spirituelle. Ils portent à travers les rues des effigies richement vêtues, représentant leurs anciens rois. Des statues grandeur nature, aux traits indiscutablement africains, lèvres épaisses, nez épatés, teint noir profond, que l'on peut observer notamment dans les processions du Festival des Rois Noirs à Dongang, documentées dans plusieurs vidéos amateurs disponibles sur YouTube et des archives locales du temple d'Onglon. Lèvres pleines, nez large, peau noire comme l'obsidienne. Assis sur des trônes ornés d'or, protégés par des ombrelles. Et devant eux, le peuple s'incline. Ils allument de l'encens. Ils chantent. Ils célèbrent. Ils se souviennent. Et pourtant, on nous a dit que nous n'avions jamais été là. Que la noirceur en Asie n'était qu'un accident. Une note en bas de page. Un esclave. Un marin échoué. Une curiosité. Jamais un roi. Jamais un dieu. Mais ici, à Dongang, la vérité siège sur un trône. Et personne ne pose la question de sa légitimité. Car tout le monde sait. Ce n'est pas une fiction. Ce n'est pas un fantasme. Ces rois ont leur temple. Ces rituels sont datés. Ces défilés sont publics. Et pourtant, le monde reste silencieux. Les regards se détournent. Pourquoi? Parce que si ces statues sont véritablement africaines dans leur origine, et si le peuple continue de s'incliner devant elles, alors les vieilles histoires s'effondrent. L'idée selon laquelle les Noirs n'auraient jamais régné en Asie s'écroule. Et avec elle, le mensonge de notre invisibilité. Soyons clairs, ce n'est pas une noirceur symbolique. Ce ne sont pas des traits stylisés que l'on pourrait confondre avec des caractéristiques africaines. C'est une iconographie volontaire, transmise par des ancêtres qui se souvenaient de qui étaient ces rois. Nous ne faisons pas face à une mauvaise interprétation. Nous faisons face à une vérité réprimée. Imagine. Tu es dans un temple à Dongang. Un groupe d'anciens Taïwanais commence un rituel. La fumée de l'encens s'élève comme un souffle ancestral. Puis apparaissent les figures, des rois noirs, brillants, habillés comme des empereurs. La foule éclate en acclamations. L'air vibre au rythme des tambours. Et les gens s'inclinent, non seulement par respect, mais avec une révérence spirituelle. Ce n'est pas une reconstitution. C'est une mémoire vivante. Et le monde ne sait pas. Ou fait semblant de ne pas savoir. Et ce n'est pas un cas isolé. À travers toute l'Asie du Sud-Est, au Vietnam, au Cambodge, en Indonésie, tu as découvert des photos de monarques, de nobles, de guerriers noirs ou de types africains. De vraies photographies, prises entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, défiantes, incontestables. Certaines montrent des hommes assis sur des trônes. D'autres portent des turbans et des soies. Certains regardent l'objectif avec assurance. D'autres se tiennent dans des cours de justice, ou dans des temples, entourés de leurs fonctionnaires. Ce ne sont pas des figurants. Ce sont des dirigeants. Des hommes d'envergure. Des hommes d'histoire. Des hommes qui nous ressemblent. Mais c'est une image de la Chine impériale, sous la dynastie Qing, qui a fait trembler toutes les certitudes. Une photo colorisée de 1912, représentant une cour de justice, image que l'on peut retrouver dans les archives photographiques de la dynastie Qing, souvent référencée sous le nom de Qing Justice Cour 1912 Colorised, accessible sur certaines bases de données historiques ou sites de photographie anciennes. Au centre, un officier sévère, en tenue officielle, entouré d'autres dignitaires. Devant eux, un citoyen Han, à genoux, la tête baissée de honte. Et sur la droite, vêtu de l'habit traditionnel mandchou, se tient un homme à la peau sombre, indubitablement africain, tenant un bâton d'autorité. Un membre de l'élite judiciaire. Arrêtons-nous. Ce n'est pas une peinture fantasque. Ce n'est pas une scène imaginaire. C'est une véritable photographie, prise dans la Chine de la dynastie Qing,
qui régna de 1644 à 1912. Et sur cette image, 2 des juges voire 3 ou 4 sont manifestement noirs. Les autres présentent des degrés variés de mélanine. Et ils détiennent le pouvoir. Qu'est-ce que cela signifie? Que la noirceur n'était pas seulement présente. Elle était respectée. Elle jugeait. Elle régnait. Elle portait les robes de l'autorité. Et elle rendait des décisions en 1912, en Chine, dans les derniers jours d'un empire. Et pourtant, silence. Le monde universitaire a souvent eu tendance à minimiser ou à marginaliser ces faits, que ce soit par négligence, ignorance ou biais institutionnels. Confronté à de telles images, il se réfugie dans des mots comme coïncidence, symbolisme ou anomalie. Mais image après image, des temples aux salles du trône, dit autre chose. Ce ne sont pas des cas isolés. C'est une vérité civilisationnelle, ensevelie sous des couches de blanchiment et de réécriture. Plongeons encore plus loin dans l'histoire. Avant l'émergence des grandes dynasties chinoises, les peuples négrito à la peau foncée, de petite taille, aux cheveux crépus, occupaient de vastes régions d'Asie. Leur héritage vit dans les ossements, dans le folklore, dans les traditions orales des peuples qui leur ont succédé. À Taïwan, les premiers habitants portaient des traits africains indiscutables. Aux Philippines, les Atas vivent encore. En Malaisie, les Orang Asli sont toujours là. Et dans le sud de la Chine, des traces d'ADN ancien pointent vers une population plus ancienne, plus sombre, oubliée volontairement. Les migrations austronésiennes, qui s'étendent de l'Afrique de l'Est jusqu'au Pacifique en passant par Madagascar, ont transporté bien plus que des hommes, elles ont porté des idées, des religions, des langues. La présence noire en Asie n'est pas une note de bas de page. C'est un chapitre qu'on nous a arraché. Les rois de Dongang font partie de cette lignée cachée. Leur culte toujours vivant aujourd'hui est un fil de vérité que le colonialisme et la politique moderne n'ont pas pu complètement rompre. Et les gens, eux, savent. Ils n'ont peut-être pas les mots de la génétique ou de la théorie postcoloniale. Mais ils se souviennent. Dans leur chair. Dans leur être. Dans leurs chansons. Car la mémoire n'est pas seulement mentale. Elle est cérémonielle. Elle vit dans ce qu'on porte, dans ce qu'on brûle, dans ce qu'on peint, dans ce qu'on parade. Et lorsque nous voyons des statues de rois noirs traverser les rues, protégés et adorés, nous ne voyons pas un simple spectacle. Nous assistons à une survie. Et maintenant que des gens comme toi posent des questions et refusent le silence, le barrage cède. Les images refont surface. Et avec elles, les rois. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Que nous n'avons jamais été aussi isolés qu'on nous l'a dit. Nous étions mondiaux avant même que le mot n'existe. Nous avons navigué sur les océans. Nous avons échangé des épices. Nous avons enseigné. Nous avons gouverné. Nous avons prié sous des étoiles qui n'étaient pas les nôtres. Et la Terre s'en est souvenue. Le temple de Dongang, à Taïwan, est une capsule temporelle vivante. Un lieu où les statues sont traitées comme des ancêtres. Un lieu où la noirceur n'est pas crainte, mais sanctifiée. Et comme tu l'as justement ressenti, cela mérite une vidéo entière. Une voix. Un tonnerre. Car ce n'est pas une théorie. C'est une vérité. Gravée dans le bois. Tissée dans la soie. Ancrée dans le rituel. Alors, à ceux qui demandent si des Noirs ont un jour été en Asie, nous répondons, nous étions rois. Et l'on s'incline encore devant nous. Et maintenant que cette vidéo touche à sa fin, laisse parler le poème, là où la prose ne peut aller. Nous avons été sculptés dans les temples, nos visages en or, ils ont effacé nos noms, blanchi nos trônes, mais nous revenons, dans le craquement des os, nous avons chevauché les moussons, chanté avec la marée, nos ombres dansent encore là où les dragons résidaient. Par l'encens et le feu, les anciens psalmodient, tandis que les savants nous ignorent, murmurant que nous ne pouvons pas. Mais la vérité ne meurt pas simplement parce qu'on la nie. Elle attend, dans les statues que les rituels guident. Elle attend, dans les yeux d'un enfant dans la foule, qui voit le roi noir et murmure tout haut, « Il me ressemble, avec cette couronne et cette grâce. » Était-il un dieu d'un autre endroit? Oui, mon enfant, il l'était, et il règne encore à travers les temples, les chants, les chaînes de procession. Alors incline-toi devant la mémoire, danse avec le tambour, les rois reviennent, leur heure est venue, nous n'avons jamais été perdus, nous n'avons jamais été seuls, nous n'avons jamais été absents, nous n'avons jamais disparu. Merci d'avoir regardé cet épisode. N'oubliez pas d'aimer, de commenter, de vous abonner et partager. Et préparez-vous pour le prochain épisode, dédié aux grandes civilisations de l'Afrique.